La dynamique des zones de divergence. Nous allons en faire le bilan. Alors, je vous ai déjà fait un mini bilan dans une autre vidéo, mais là je reprends pour accentuer un petit peu plus les connaissances. Alors voilà comment je vais procéder. À partir d'un schéma bilan que je vais commenter, j'en ferai le résumé comme si vous deviez écrire, mais je vais parler à une allure normale. Bon. Et ensuite, je vais reprendre dans un troisième temps en détaillant beaucoup plus tout ce que j'ai dit dans le résumé en quelque sorte, sous forme de schéma bilan et sous forme de texte écrit mais très condensé. Globalement, la dynamique des zones de divergence concerne les dorsales océaniques que l'on trouve dans les océans, par exemple. Bon, l'Islande, au niveau de l'Islande, une dorsale passe. Or, l'Islande, ce n'est pas un océan. Alors, dorsale, lithosphère océanique, il y a une diversification évidente quand on connaît un peu la géologie, en fait. Vous avez deux types de dorsales, les dorsales lentes et les dorsales rapides. Lentes que vous allez trouver plutôt dans l'océan Atlantique, donc vous aurez des dorsales médio-atlantiques que l'on appelle lentes. Et dans l'océan Pacifique, vous allez avoir par exemple la dorsale Est-Pacifique et une dorsale située dans l'océan Indien également, qui seront des dorsales rapides. Vous avez un axe que l'on appelle l'axe de la dorsale, alors quelquefois on appelle le rift, alors à ne pas confondre avec le rift continental, qui n'a rien à voir avec le rift de la dorsale océanique. Donc c'est plutôt au niveau du rift que la lithosphère océanique va se créer. Alors bien entendu, la lithosphère océanique, c'est la croûte continentale ou océanique, mais dans ces conditions-là, on parle de croûte océanique, puisque là, on est dans les zones de divergence, et que c'est au niveau des dorsales que la divergence va se faire. Donc, on a une croûte océanique, constituée par du basalte et du gabbro en dessous. Et ensuite, concernant cette lithosphère océanique, on a bien entendu le manteau lithosphérique qui est rigide, et l'ensemble de cette lithosphère océanique, donc croûte plus manteau lithosphérique, repose sur une partie du manteau qui est moins dense, plus ductile, et que l'on appelle l'asténosphère. Quelle est la différence entre les dorsales lentes et les dorsales rapides? Les dorsales rapides ont un manteau très chaud, production de grandes quantités de magma et une croûte océanique continue. Les dorsales lentes, quant à elles, ont un manteau qui est moins chaud, production de faibles quantités de magma et la croûte océanique est discontinue, voire absente. Et à ces endroits-là, on peut même quelquefois marcher sur le manteau. C'est une image. Lorsque l'on fait la coupe d'un océan, pas très loin d'une dorsale océanique, on essaie de comprendre comment se met en place cette fameuse lithosphère océanique constituée par la croûte plus le manteau lithosphérique. Ce sont des zones qui sont rigides. La lithosphère océanique est rigide. Eh bien, elle se crée globalement à l'axe d'une dorsale océanique. Donc si on décrit par exemple ce qui se passe dans une dorsale rapide, type Pacifique, on peut expliquer les choses sous trois angles différents. La tectonique, le magmatisme et l'hydrothermalisme. Donc pour comprendre la mise en place de la lithosphère, ces trois notions sont importantes à comprendre. Alors nous allons reprendre tout à l'heure lorsque je vais résumer comme si vous alliez écrire les choses. La tectonique, c'est une tectonique en extension. Ça veut dire qu'il va y avoir une divergence par rapport à l'axe de la dorsale. Divergence, ça veut dire séparation, entraînement
de la lithosphère océanique de part et d'autre de l'axe, sous l'action du moteur que représente la subduction, que nous avons déjà mis en évidence dans certains cours, et que nous reprendrons dans le schéma, dans le résumé bilan que je vais faire après cette vidéo. Donc on a une tectonique en extension, on a une double divergence à partir de l'axe de la dorsale océanique, concernant du moins les dorsales rapides. Concernant ce magmatisme, il y a ce que l'on appelle une accrétion. C'est-à-dire que à partir du manteau asténosphérique, qui va avoir tendance à remonter pour une raison X, mais en l'occurrence, là on sait bien que c'est la subduction en quelque sorte qui sera le moteur et qui va créer de grands cycles en fait qui vont faire que il va y avoir une convection et une remontée de la sténosphère vers le haut. Donc la pression va diminuer. Alors c'est parce que la pression diminue en fait que la sténosphère remonte. Donc il va y avoir au niveau de cette asténosphère une fusion partielle et puis les matériaux en conséquence vont s'accumuler dans une chambre magmatique et il va y avoir donc un refroidissement qui va se faire, refroidissement lent en profondeur qui va nous donner les roches grenues que sont les gabbros, constituant donc la croûte inférieure, la croûte océanique inférieure. Et donc ces gabbros sont constitués de minéraux qui cristallisent entièrement puisqu'on a une structure grenue et le liquide lui va pouvoir continuer à monter vers le haut et à s'épancher sous forme de lave basaltique puisqu'on est là dans un volcanisme effusif. Le refroidissement dans ces conditions va être rapide et nous allons avoir des roches que l'on appelle microlithiques. Alors ce sont des basaltes. Donc des basaltes qui vont pouvoir se mettre en surface sous forme de pilolava. Et avant ces pilolava, il y a des filons de basalte qui vont s'incorporer dans la croûte avant l'arrivée en surface du basalte proprement dit. Donc voilà, donc l'accrétion c'est ça, hein, c'est à la fois la fusion partielle, la remontée dans la chambre magmatique, et puis le refroidissement lent de roches grenues que l'on appelle les gabbros, et le refroidissement rapide de roches microlithiques que sont les basaltes. Donc basalte plus gabbros forment bien ce que l'on appelle la croûte océanique, et cette croûte océanique est rigide. La sténosphère, nous l'avons dit, elle remonte, et il y a une fusion partielle, mais entre la sténosphère et la croûte, il y a le manteau périphérique, le manteau lithosphérique, constitué par de la péridotite avec des cristaux d'olivine, bien évidemment. Donc voilà pour la tectonique en extension, double divergence, le magmatisme, c'est-à-dire l'accrétion, qui permet de comprendre comment se forme la croûte océanique, et en dessous, donc la partie rigide du manteau qui s'appelle le manteau lithosphérique. N'oublions pas que le manteau va jusqu'à 2900 km. Et là, on est très loin des 2900 km puisque la lithosphère océanique fait aux environs de 10 km à peu près d'épaisseur au total, avec une croûte qui peut faire 7 km par exemple. Bon. Troisième notion que nous avons évoquée précédemment, c'est l'hydrothermalisme. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que puisqu'il y a une accrétion et que de part et d'autre de l'axe de la dorsale, la lithosphère océanique va s'écarter, alors non pas sous l'action de la poussée, attention, mais c'est la subduction beaucoup plus loin qui entraîne la lithosphère océanique vers le bas, qui fait qu'il y a en quelque sorte un écartement dû à des mouvements de convection, en fait, puisque les matériaux vont remonter au niveau de la sténosphère. Bon, on ne va pas répéter encore. Donc ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que la lithosphère océanique s'éloigne de l'axe de la dorsale. Et évidemment,
les dorsales océaniques sont dans l'eau de mer, à une température qui est quelquefois froide, température qui peut être à 2 degrés Celsius, avec un pH de 7,8 à peu près, et cette eau de mer contient du chlorure de sodium, alors sous forme d'ion Na+, et d'ion Cl-. Cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au-dessus des basaltes, elle repose sur les basaltes. Ensuite, s'il y a des sédiments, évidemment, elle reposera sur les sédiments. Mais là, pour l'instant, imaginons au départ, lorsque la lithosphère océanique est jeune, eh bien cette eau va s'infiltrer dans les profondeurs du basalte pour créer des métabasaltes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un fluide hydrothermal qui va se créer au niveau des fumeurs noirs, là où la température est à 350 degrés Celsius, alors avec un pH très acide, de 3,5 à peu près, et il va y avoir des concentrations de fer, de zinc, de manganèse, de cuivre. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, par cette eau, à cause de cette eau qui va hydrater les minéraux, il va y avoir un métamorphisme au niveau des roches, au niveau du basalte, donc qui va se transformer en métabasalte. Il en est de même pour les gabbros, puisque l'eau peut s'infiltrer à la faveur de fissures, très profondément jusqu'au gabbro également, et transformer par hydrothermalisme puis métamorphisme, nous allons en parler plus tard du métamorphisme, donc transformer ces gabbros en métagabbros, qui sont des roches donc métamorphiques, tout comme le basalte également. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transformation, non seulement due à l'hydrothermalisme, mais également au métamorphisme. Donc il y a bien hydratation et métamorphisme, et s'il y a métamorphisme, ça veut dire que les métabasaltes et les métagabbros sont des roches métamorphiques. Cette eau peut s'enfoncer, peut pénétrer jusqu'au manteau lithosphérique pour transformer la péridotite en métapéridotite, donc par hydratation et également par métamorphisme. Donc voilà. Alors, bien sûr, lorsque la lithosphère océanique est créée, elle s'éloigne. Et cet hydrothermalisme, il se fait jusqu'à, par exemple, 20 km et même plus, tant qu'il n'y a pas trop de sédiments par-dessus. Et même s'il y a des sédiments, l'eau peut réussir à pénétrer, mais pas toujours, ça dépend. Mais bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Bon, vous avez compris que la mise en place de la lithosphère océanique, elle se base sur 3 notions que vous avez compris. C'est la tectonique en extension, le magmatisme qui correspond à une accrétion, et l'hydrothermalisme qui correspond à une hydratation et à un métamorphisme. Donc ça veut dire que la mise en place de la lithosphère océanique ne se fait pas comme ça de manière très simple. Elle évolue, cette lithosphère océanique. Elle évolue donc à partir de cette remontée de magma qui crée la croûte océanique et la lithosphère et le manteau lithosphérique. Eh bien, elle subit, comme nous l'avons vu, une hydratation, un métamorphisme également, un refroidissement, puisque pas très loin de l'axe de la dorsale, le matériel qui remonte est très chaud. Et de part et d'autre, il est encore très chaud sur une certaine distance. Bon, mais cette lithosphère océanique finit par refroidir, et comme elle refroidit, elle s'épaissit. Pourquoi? Parce qu'on a un isotherme 1300 degrés qui sépare la lithosphère océanique de la sténosphère. Et à mesure que le refroidissement se fait, eh bien, vous comprenez bien que cet isotherme 1300 degrés s'enfonce. Il peut arriver jusqu'à 40 km, voire 60 km. Alors, lorsque la lithosphère a 5 millions d'années, vous voyez, les choses sont lentes, le manteau lithosphérique, la lithosphère océanique n'est pas très épaisse, entre guillemets. Mais lorsqu'on arrive à 25 millions d'années, eh bien, on peut avoir
un isotherme 1300 degrés qui se situe à 40 km. Or, cet isotherme, il sépare l'asténosphère de la lithosphère océanique. Et lorsque la lithosphère a 35 millions d'années, eh bien, l'isotherme est situé à plus de 60 km. Donc là, vous voyez bien que, en même temps que la lithosphère océanique s'éloigne, il y a bien non seulement une hydratation, mais un refroidissement, et puis un épaississement, et donc une augmentation de la densité, et donc une possibilité d'enfoncement par subduction de cette lithosphère océanique. Mais attention, la mise en place de la subduction n'est pas une chose si simple. Nous en reparlerons plus tard. Ce n'est pas une simple plongée qui se fait comme ça par hasard parce que les roches de la lithosphère deviennent plus lourdes que parce que la densité de la lithosphère océanique est supérieure ou devient supérieure à la densité de l'asténosphère. C'est pas comme ça que ça se passe, les choses ne sont pas si simples. Alors, chose très importante à comprendre également, c'est que la croûte océanique ne varie pas son épaisseur. Son épaisseur est constante. Ce qui varie en épaisseur, c'est juste le manteau lithosphérique de la lithosphère océanique. Alors, de ce fait-là, comme il va y avoir hydratation, on a parlé de métamorphisme, de refroidissement, eh bien, on va avoir les basaltes qui vont se transformer en métabasaltes et qui vont prendre la configuration, ou le faciès plutôt, schiste vert. Alors, je vous dis simplement le mot. Je ne vous explique pas pour l'instant, on en reparlera. Les métagabbros vont se mettre dans un faciès schiste vert également, et on va avoir des métapéridotites à faciès schiste vert également. Donc ça veut dire que dans la croûte océanique, il y a du basalte et des gabbros, et à mesure que la lithosphère océanique évolue, lorsqu'elle prend de l'âge, lorsqu'elle s'éloigne, lorsqu'elle s'épaissit, etc., eh bien ça veut dire que ces roches, qui ont des minéraux bien précis, vont se transformer en roches métamorphiques, métagabbros, métabasaltes et métapéridotites, avec de nouveaux minéraux, éventuellement, qui se sont formés, et qui ont tendance qui ont une densité supérieure, enfin je veux dire que les minéraux des métabasaltes, métagabbros et métapéridotites ont une densité supérieure aux basaltes, gabbros, péridotites du manteau lithosphérique de la jeune lithosphère océanique. Bon. Donc voilà. Alors, lorsque la lithosphère océanique est arrivée à 200 km de distance par rapport à l'axe, eh bien, les phénomènes vont évoluer de plus en plus vers une approche d'un mécanisme de subduction. Bon, pour l'instant, nous n'en parlons pas, parce que lorsque la lithosphère s'éloigne, on est bien dans une zone de divergence, donc dans une zone en extension, mais lorsque le bout, en quelque sorte, de cette lithosphère océanique va toucher la lithosphère continentale, parce qu'elle la touche évidemment plus ou moins rapidement, mais elle la touche toujours. Il y a une espèce de poussée qui se fait, bon. Et là, on a des forces en extension qui vont devenir des forces de compression. Et là, on aura des zones plutôt de convergence. Mais ça, ce sera dans un autre cours, un autre bilan. Le prochain cours sera le cours sur les mécanismes de convergence. Et entre autres, il y aura la zone de subduction, mais la collision continentale également, qui va former des chaînes de montagnes. Alors, reprenons cette dynamique des zones de divergence d'une autre façon, en expliquant de manière globale ce que nous avons déjà dit, de manière à ce que ça rentre bien dans votre cerveau, et nous allons reprendre en détail après.
Alors évidemment, ça fait des cours qui sont très longs, mais ça permet de bien comprendre en voyant les choses de 3 manières différentes, en faisant un résumé, puis un autre résumé plus détaillé, puis encore un autre résumé, mais sous forme de non-résumé, concernant une explication beaucoup plus détaillée. Bon, vous avez compris ce que je veux dire, c'est de l'humour. Alors, on peut parler de divergence océanique, de magmatisme de dorsales, de diversité des dorsales et de transformation de la lithosphère océanique. Commençons par la divergence océanique. Nous parlons de dorsales, nous parlons d'activité tectonique, de magmatisme, d'hydrothermalisme. Ça veut dire quoi tout ça ? Bien, ce sont des mots-clés qui vous permettent de comprendre en quoi il y a une divergence océanique, c'est-à-dire un écartement de la lithosphère océanique à partir d'un axe. Parlons de dorsale rapide, donc situé dans l'océan Pacifique par exemple. Que sont les dorsales ? Si je vous pose la question, c'est quoi une dorsale ? Qu'est-ce que vous allez me répondre ? Mais une dorsale, c'est un bombement qui est très large, plus ou moins large en tout cas, et qui peut faire plusieurs milliers de kilomètres. Et ces dorsales, en fait, au niveau de l'axe, forment un réseau qui peut être très long, puisqu'on peut atteindre 60 000 km de distance. Donc, ces dorsales, elles dominent ce que l'on appelle des plaines abyssales. Ces plaines abyssales, en moyenne, à 2500 mètres de profondeur. Mais on peut avoir des profondeurs beaucoup plus importantes. Alors, au niveau de ces dorsales océaniques, notamment au niveau de la partie relativement centrale, entre guillemets, il y a une activité tectonique relativement importante, alors qui se fait dans le temps, ça ne se fait pas en 30 secondes, avec l'apparition de failles normales, qui sont des failles qui se créent suite à une distension. Donc failles normales qui sont dues à l'extension que provoque ce mécanisme de la divergence. Il y a un magmatisme également. Ça veut dire, comme nous l'avons expliqué, une production de basalte et de gabbro suite à la fusion partielle de la péridotite de l'asténosphère. Donc il va y avoir fusion partielle des matériaux qui vont se mettre dans une chambre magmatique et qui, doucement, avec le temps, vont former des roches plutoniques de type... Alors, attention, parce qu'on a une tendance à considérer que les gabbros sont des roches plutoniques. Alors, ce ne sont pas vraiment des roches plutoniques, au sens propre du terme. Bon, j'en parlerai pas ici. Bon. Donc, formation, en tout cas, à partir de la chambre magmatique, donc par refroidissement, de gabbro, et puis un petit peu au-dessus, de basalte. Et il y a également ce que l'on appelle un hydrothermalisme qui va se faire au niveau des fumeurs noirs. Donc s'il y a un fumeur noir, on est sûr que la température est très élevée et qu'il y a des concentrations de certains métaux qui peuvent se faire à l'intérieur. Mais ça veut dire également que cet hydrothermalisme va transformer les basaltes, les gabbros et la péridotite du manteau lithosphérique en métabasalte, métagabbro et métapéridotite, entre guillemets, qui vont donc devenir des roches métamorphiques avec un faciès schiste vert. Donc ça veut dire que la croûte océanique, tout au long de son parcours, reste et va rester dans un faciès schiste vert. Alors nous verrons que lorsqu'il y aura plongement de cette lithosphère océanique en zone de subduction, on passera d'un faciès schiste vert à un faciès schiste bleu et un faciès éclogite. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors cette remontée asténosphérique, donc si on parle de magmatisme de dorsales, elle se produit sous les dorsales à cause de mouvements ascendants du manteau asténosphérique qui va entrer en fusion partielle. Alors ce manteau, il est anormalement chaud.
on peut mettre en évidence cette anomalie par tomographie sismique. Les ondes à ce moment-là vont diminuer leur vitesse, signe que l'on est dans une partie qui est plus chaude, puisque les ondes sismiques ralentissent lorsqu'il y a du chaud et accélèrent lorsqu'il y a du froid. Donc là, on voit bien que sous les dorsales, ce sera plus chaud au niveau de l'asténosphère située à l'axe de la dorsale, c'est plus chaud, donc les ondes sismiques vont ralentir. Mais lorsque nous allons nous placer dans une plaque lithosphérique plongeante, ce sera plus froid. Donc ça voudra dire que en tomographie sismique, on pourra mettre en évidence des ondes sismiques qui accélèrent. Bon, mais nous n'en sommes pas encore là. Bon. Alors, vers 60, 70, 80 km de profondeur, la péridotite va se trouver décompressée du fait de la diminution de la pression. Elle est encore très chaude et elle va subir ce que l'on appelle une fusion partielle. Donc alors, vous voyez que si on a une même température, mais si on diminue la pression, eh bien ça veut dire qu'on rentre en fusion partielle. Alors, des minéraux vont fondre, évidemment. Si vous faites chauffer du beurre dur dans une casserole, le beurre, il est dur. Mais lorsque vous mettez de la chaleur, lorsque vous mettez de la chaleur, eh bien ça veut dire que ce beurre va fondre. Or là, on ne rajoute pas la chaleur, attention, on diminue la pression. Mais la diminution de la pression fait que les matériaux vont rentrer en fusion. Donc certains minéraux vont se mettre à fondre davantage que d'autres. Donc ça veut dire que le liquide n'aura pas la même composition que le solide concernant la péridotite de départ, puisque certains minéraux fondent en premier. Donc le magma formé n'aura donc pas la même composition que la péridotite de départ. Alors bien entendu, lorsqu'il y a une fusion partielle, ça veut dire qu'il y a des gouttes de liquide, donc de magma, à composition chimique de type basaltique, mais il y aura les gabbros également, donc qui va... Enfin non, ce liquide n'a pas la composition des gabbros, attention, mais ce liquide a la composition, a en partie la composition d'un basalte. Donc ces gouttelettes qui fondent vont devenir moins denses et donc vont avoir tendance à remonter et vont s'accumuler dans ce que l'on appelle une chambre magmatique. Alors ce mécanisme est expliqué pour les dorsales rapides. Donc il va y avoir dans cette chambre magmatique, surtout sur le pourtour, qui est plus froid que la partie centrale de la chambre magmatique. Alors il faudrait imaginer une grande chambre magmatique, évidemment, on ne raisonne pas sur quelques centimètres cubes. Donc le refroidissement va être lent de ce magma en profondeur qui va produire donc des roches plutoniques, donc qui seront grenues. Pourquoi grenues ? Parce que la cristallisation se fait lentement et totalement en profondeur, donc les minéraux ont le temps de croître et tous les minéraux se touchent, il n'y a pas de liquide résiduel entre les cristaux de gabbro. La cristallisation est grenue, elle est continue, elle est entièrement constituée de petits grains qui sont des minéraux. Donc cette roche grenue s'appelle gabbro. Et le refroidissement va être beaucoup plus rapide en surface, puisque le liquide va s'infiltrer à la faveur de diaclases, de failles, etc. Il va finir par s'infiltrer et par se répartir sur la surface pour donner ce que l'on appelle des roches volcaniques qui ont une structure microlithique parce que tous les cristaux n'ont pas eu le temps de cristalliser entièrement, de grandir entièrement. Donc ça veut dire qu'on va avoir dans cette structure microlithique des microlithes, un liquide résiduel qu'on appelle le verre volcanique, avec quand même quelques cristaux qui ont réussi à grandir. Peut-être dans la chambre magmatique, ils ont eu un temps suffisant pour grandir, ils se sont trouvés entraînés vers la surface également. Donc on a des basaltes à structure microlithique qui vont s'épancher en surface, alors sous forme de pilolava
par exemple. Et ces roches magmatiques vont donc former une nouvelle croûte océanique. Donc gabbro plus basalte évidemment. Alors tout à l'heure nous avons dit qu'il y avait des dorsales lentes et des dorsales rapides. Donc lentes côté Atlantique, rapides côté océan Pacifique. Un manteau très chaud est présent sous certaines dorsales. Et ce manteau va permettre une production de magma de manière permanente et relativement abondante. Donc ça veut dire que la création de nouvelles surfaces océaniques dans ces conditions va être rapide. Donc il y a un magmatisme favorable à la fabrication entre guillemets de lithosphères océaniques au niveau de l'océan Pacifique, et cette lithosphère est produite de manière rapide. Donc ces dorsales que l'on appelle rapides, elles présentent une croûte océanique continue. Il n'y a pas de lacune. Et elle est constituée, évidemment, et on le répète tout le temps, de basalte et de gabbro, on ne va peut-être pas répéter tout le temps. Et là où le manteau est nettement moins chaud, eh bien l'activité est faible et intermittente. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que la création de nouvelles surfaces océaniques va être lente dans les dorsales qui sont lentes. Donc il y a tout de même des phénomènes tectoniques que l'on appellera des failles normales, malgré tout dans les deux cas, et des failles de détachement également que l'on trouvera surtout au niveau des dorsales lentes, donc type Atlantique. Donc ces failles de détachement vont porter des péridotites hydratées à l'affleurement. Donc vous voyez, il y a une petite différence entre les deux dorsales, rapides ou lentes, différence que nous allons mettre en évidence tout à l'heure, de manière beaucoup plus détaillée. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait des transformations de la lithosphère océanique, transformations qui se font lentement dans le temps, mais sûrement. Il y a dans la jeune lithosphère océanique, comme je vous l'avais expliqué, une circulation d'eau. On parle d'hydrothermalisme, ça veut dire qu'il va y avoir une hydratation de la croûte océanique et du manteau lithosphérique. Donc il va y avoir une hydratation et des minéraux vont se transformer de manière chimique. Enfin, il va y avoir une transformation chimique des minéraux qui constituent donc cette jeune lithosphère océanique. Et le refroidissement va déstabiliser les associations minérales qui étaient là au départ. Donc ça veut dire que des mécanismes différents vont se produire et les minéraux vont se transformer. Donc de nouveaux minéraux vont se former par un mécanisme que l'on appelle le métamorphisme, que nous allons détailler un petit peu plus tard. Alors, ce refroidissement, il provoque incontestablement la diminution, enfin l'enfoncement de l'isotherme 1300 degrés, qui correspond à la limite entre la lithosphère océanique et la sténosphère. Et donc on va avoir un épaississement qui va se faire de proche en proche de cette nouvelle lithosphère océanique. Et l'ensemble de ces changements a pour conséquence évidemment une augmentation de la densité de la lithosphère qui va peu à peu s'enfoncer dans la sténosphère sous-jacente. Donc voilà pour ce que je vais appeler le résumé. Maintenant, si on détaillait un petit peu plus, puisqu'on parle d'un bilan, concernant cette dynamique des zones de divergence. Commençons par reprendre l'étude de la dorsale océanique au niveau de sa structure. Nous savons que la divergence des plaques océaniques de part et d'autre des dorsales, alors quand on dit de part et d'autre des dorsales, c'est plus exactement de part et d'autre de la partie relativement centrale. Bon, maintenant de manière globale, on peut dire de part et d'autre de la dorsale. Donc cette divergence des plaques de part et d'autre des dorsales permet la mise en place d'une nouvelle lithosphère océanique. Alors vous devez être capable, donc, au niveau de vos capacités, de comprendre la morphologie d'une dorsale, ce que sont les failles normales, ce qu'est le magmatisme et les roches qui sont associées. Vous pouvez également faire l'étude d'affleurement à la roche des basaltes, gabbro et péridotites sous forme de documents
de documentaires, ou si vous avez la chance d'aller dans le massif du Chenaillé également. On parlera des ophiolites, qui sont des traces d'anciennes lithosphères océaniques, où l'on trouve également des basaltes, des gabbros et de la péridotite, mais sous forme de roches qui ont plutôt subi un métamorphisme, puisqu'on passera dans ces conditions-là, au cours de la subduction, à un faciès schiste bleu, puis schiste, pas faciès schiste bleu, mais oui, un faciès schiste bleu et faciès éclogite, en partant du faciès schiste vert. Bon. Alors, il existe des zones de divergence, donc des plaques, au niveau des dorsales. Les dorsales sont des reliefs à symétrie axiale qui sont structurés par une tectonique en extension. Ça veut dire qu'il y a de nombreuses failles que l'on appelle failles normales qui sont parallèles à l'axe du relief. Alors, concernant l'organisation de la croûte océanique, eh bien, nous savons qu'il y a une superposition de couches, puisqu'on avait parlé de basalte et de gabbro en dessous, et l'étude peut porter sur ce que l'on appelle des ophiolites. Ophiolites, lithosphère océanique, c'est pratiquement la même chose. Bon. Pourquoi ? Les ophiolites, on peut les retrouver dans les chaînes de montagne. Alors c'est bizarre parce que si je vous dis c'est pratiquement la même chose, ça sous-entend que les ophiolites étaient dans une lithosphère océanique autrefois, mais alors s'ils étaient dans la lithosphère océanique, ce n'était pas des ophiolites, c'était la lithosphère océanique. Donc ça veut dire que par divers mécanismes, cette lithosphère océanique va se transformer en ophiolite que l'on retrouvera dans les chaînes de montagne, mais nous allons en reparler tout à l'heure. Alors, la structure est typique de la croûte océanique qui résulte d'une dorsale rapide dans laquelle le magmatisme va nettement dominer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de champs magmatiques, etc. Je vous ai parlé du magmatisme. Et je vous ai bien dit qu'on se situait surtout dans au niveau de l'explication, dans le cas d'une dorsale rapide. Alors, il existe un autre modèle, donc, qui sont des dorsales lentes. Alors, de la surface de la croûte au moho, alors c'est quoi le moho ? Le moho. Eh bien, le moho, c'est une ligne virtuelle, en quelque sorte, qui n'existe pas, mais qui sépare, qui existe, mais qui sépare la croûte du manteau lithosphérique. Donc c'est comme si sur une table, vous posez un caillou, vous posez un livre, bien vous avez le livre et vous avez la table. Bien entre les deux, vous avez quoi ? Eh bien, dans le cas de la lithosphère océanique, vous auriez le moho qui sépare la croûte du manteau lithosphérique. Donc si on part de la surface de la croûte, donc du basalte, jusqu'au moho, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la lithosphère océanique, eh bien on a des basaltes en coussin. Alors on part de la surface, on a des basaltes en coussin. Alors il y a un massif que l'on appelle le massif du Chenaillé qui est situé dans les Alpes, où vous allez au sommet retrouver ces basaltes en coussin. Très belle idée de promenade entre parenthèses. Vous avez ensuite en dessous un complexe philonien. L'ophiolite de Chypre, que vous pouvez regarder sur Internet, montre des dikes qui s'intercalent les uns à côté des autres. Je vous invite à comprendre ce que signifie dike. Vous allez travailler un petit peu aussi. Alors, seules les croûtes océaniques issues de dorsales rapides présentent ce complexe philonien qui est très développé. Ensuite, en dessous encore, vous allez avoir des gabbros que vous allez pouvoir observer en omant, O-M-A-N. Vous allez jeter un petit coup d'œil. Et donc ces gabbros sont isotropes au sommet. Pareil, essayez de comprendre ce que ça veut dire isotrope. Ils sont lités à la base, par contre, et il y a des lits noirs qui sont riches en pyroxène et des lits blancs qui sont riches en feldspath plagioclase. Une petite remarque toutefois, c'est que l'ophiolite d'Oman correspond à une chaîne d'obduction, dont nous parlerons un petit peu plus tard, mais vous pouvez déjà vous renseigner sur Internet, contrairement au Chenaillé, massif du Chenaillé, donc dans les Alpes, qui est une petite ophiolite qui est coincée dans une chaîne de collision que nous allons étudier tout à l'heure.
Enfin, dans un autre cours, dans le prochain cours. Alors, la dorsale Est-Pacifique est un haut fond, c'est-à-dire un bombement du fond marin. C'est normal, puisque s'il y a des matériaux qui se créent à l'axe de la dorsale, c'est un petit peu normal qu'il y ait un excédent de matériel par rapport au plaine abyssal. Cette dorsale, elle va culminer en moyenne à 2500 mètres de hauteur, donc vous voyez, c'est pas négligeable quand même, alors que de part et d'autre du plancher océanique est situé à 5000 mètres sous le niveau des océans. Et là, 5000 mètres, on a les plaines abyssales. Donc ça veut dire que dans ces plaines abyssales, on a une dorsale Est-Pacifique qui est un haut fond, donc un bombement sous-marin du fond marin qui peut avoir une grandeur de 60 000 km par exemple, donc dans toute sa longueur. Un peu comme le mur de Chine, en fait, c'est un peu le même principe. Enfin, pas tout à fait. Alors une dorsale la dorsale présente au sommet une vallée axiale que l'on appelle le rift, alors du moins dans les dorsales rapides, qui sont délimitées par des failles normales. Des failles normales, en fait, vous vous êtes renseigné, on a déjà étudié dans un autre cours, mais vous imaginez un morceau de roche que vous cassez, il y a un affaissement d'une partie de la roche par rapport à l'autre partie qui reste en place, admettons. Donc on a ce que l'on appelle une faille normale avec ses caractéristiques que je ne vais pas expliquer ici. Donc ces failles normales, on les retrouve sur les flancs du relief de part et d'autre de l'axe. Alors ces failles sont dues, bien entendu, à des forces d'extension qui sont typiques des zones de divergence. Alors, posons-nous la question de la formation de la croûte océanique. La nouvelle lithosphère, nous savons qu'elle se met en place par apport de magma qui proviennent du manteau, on dit magma mantélique, à l'origine d'une nouvelle croûte océanique. Ce magmatisme qui se fait à l'aplomb de l'axe des dorsales océaniques s'explique par la décompression du manteau et donc en conséquence on verra qu'il y aura une fusion partielle dont nous avons déjà parlé. Alors au niveau de ce que vous devez savoir faire, vous devez savoir expliquer la remontée asténosphérique, la fusion partielle et le magmatisme des roches qui sont associées. Alors nous allons essayer d'expliquer comment et où se forme ce magma qui est à l'origine des roches magmatiques de la croûte océanique. Donc nous allons essayer de comprendre comment, en profondeur, donc des roches peuvent subir une fusion partielle à l'origine du magma et en conséquence à l'origine des roches de la croûte océanique, donc c'est-à-dire le gabbro en dessous et le basalte en dessus. Les dorsales, nous savons que ce sont des zones où de la chaleur va se dissiper. Nous avons vu qu'il y avait une anomalie thermique sous les dorsales, mis en évidence par la tomographie sismique, au niveau de laquelle les ondes sismiques ralentissent. C'est bien la preuve que du matériel est plus chaud sous les dorsales océaniques. Donc les dorsales sont des zones où la chaleur va se dissiper, au niveau desquelles l'asténosphère va se trouver plus proche, très proche même, de la surface des roches. Alors, on avait expliqué de manière très détaillée, on avait fait une simulation avec une presse à enclume dans un autre cours, donc presse à enclume de diamant, qui permettait de construire ce que l'on appelle le solidus de la péridotite et de le comparer au géotherme sous une dorsale océanique, et tout ceci afin de comprendre que sous une dorsale, la péridotite n'est plus totalement solide. Eh bien, c'est le début de la fusion vers 100 km de profondeur. Certains minéraux, donc seuls certains minéraux de la péridotite, vont fondre. Le pyroxène notamment, puis l'olivine ensuite. La fusion de la péridotite, elle est toujours partielle, et les taux de fusion sont en général compris entre 15 et 20%. Donc vous voyez que s'il y a création de liquide magmatique, il y a encore en plus grande partie, des matériaux qui restent encore solides. Et c'est pour ça que l'on dit que la fusion n'est que partielle, elle n'est pas totale. Ce qui explique que le refroidissement du magma ainsi produit ne va pas redonner la péridotite lorsqu'il va refroidir.
Donc, mais va donner une roche à composition plutôt basaltique. Donc, nous savons faire le lien entre le magma formé par fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur asténosphérique et les roches magmatiques de la croûte océanique. Nous l'avons expliqué par refroidissement lent qui donne les gabbros au refroidissement rapide qui donne les basaltes. Refroidissement lent, gabbro, texture, grenue. Refroidissement rapide, basalte, texture, microlithique. Alors ce refroidissement peut se faire, alors le refroidissement du magma évidemment, peut se faire de manière plus ou moins rapide, et ce qui permet d'expliquer que l'on va avoir une apparition de roches avec des textures différentes, plutôt plutonique, même si plutonique n'est pas très adapté au gabbro, donc plutonique à la base, donc texture grenue, évidemment des gabbros, et microlithique au sommet, évidemment, ça concerne les basaltes. Donc nous avons compris que à l'aplomb des dorsales et à profondeur égale, le manteau est plus chaud que sous les plaines abyssales. Il y a des anomalies thermiques, anomalies de vitesse qui deviennent plus négatives, sous-entendu anomalies thermiques par excédent de chaleur. Grâce à cet excédent de chaleur, eh bien, on comprend qu'il peut y avoir un magmatisme, mais attention, la pression intervient, la décompression seule permet d'expliquer la fusion partielle. Les péridotites de l'asténosphère sont soumises à des mouvements de convection qui sont ascendants, donc ceci est la conséquence de ce qui se passe au niveau des zones de subduction. Donc il y a des grandes zones de convection, des grands mouvements ascendants qui vont avoir tendance à remonter vers la surface à température pratiquement constante, et c'est simplement la décompression, donc la diminution de la pression à mesure que l'asténosphère va remonter, qui va provoquer cette fusion partielle. Donc cette décompression, cette diminution de pression, en fait, va se faire à une température qui est quasiment constante et qui va permettre le franchissement de la courbe de Solidus. Va débuter vers à peu près une centaine de kilomètres et se fait principalement entre 75 et km de profondeur. Alors on avait dit que la fusion partielle n'était pas totale, il y a quand même 75-70% à peu près de matériel qui reste solide, tandis que 15 à 25% au maximum de la péridotite va fondre. Certains minéraux vont fondre davantage que d'autres, c'est ce que nous avons déjà dit, mais là on explique un peu plus en détail. De ce fait, la composition chimique du magma ne reflète absolument pas la composition chimique de la péridotite. Le refroidissement du magma peut produire une roche à composition minéralogique originale qui sera différente de celle de la péridotite. Alors ces gouttelettes de magma proviennent, comme on l'a dit, de la fusion partielle, et ces gouttelettes vont remonter et vont s'accumuler dans une chambre magmatique qui, elle, est très superficielle puisqu'elle ne dépasse pas pratiquement les 7 km de profondeur, et en grande partie donc ce magma va refroidir lentement et va cristalliser. À quel endroit? Eh bien la cristallisation va pouvoir se faire contre les parois de la chambre magmatique en profondeur, une paroi qui est plus froide que la partie centrale. Il se forme alors, à la base de cette croûte, une roche entièrement constituée de grands cristaux, et cette roche que l'on appelle plutonique, disons-le, c'est le gabbro. Bon, c'est pas vraiment plutonique, mais oui, un peu quand même. Une petite partie du magma va remonter rapidement depuis la chambre magmatique vers la surface à la faveur du jeu de failles normales. Donc des failles se créent, et comme le liquide
devient de moins en moins dense, il veut remonter, c'est pas qu'il veut remonter, mais c'est qu'il remonte. Et ce magma va refroidir alors beaucoup plus vite en surface, surtout lorsque ce magma va rentrer en contact avec l'eau de mer. On rappelle qu'il est aux environs de 2 à 4 degrés, donc ça veut dire que le refroidissement va se faire très rapidement. Donc on va avoir des filons rocheux qui vont se former entre la chambre magmatique et la surface. Des coussins de lave en surface vont se former. Ces coussins de lave, on les appelle des pilolavas. Par conséquent, ces roches vont comporter des grands cristaux formés dans une chambre magmatique. Ils seront noyés dans une pâte vitreuse qui ne sera pas cristallisée, mais qui vont comporter de grandes quantités de cristaux microscopiques que l'on appelle des microlithes. Donc ça veut dire que dans ce basalte à texture microlithique, on pourra avoir des grands cristaux que l'on appelle des phénocristaux qui ont eu la chance de croître suffisamment et des petits cristaux que l'on appelle des microlithes. Alors la composition chimique des gabbros et des basaltes est la même, la composition minéralogique est la même, mais la différence entre les deux, c'est que le gabbro a une texture grenue et le basalte a une texture microlithique. Donc de même composition chimique que les gabbros, donc ces roches à texture microlithique sont des basaltes, comme on l'a dit. Alors, on a surtout raisonné au niveau de dorsales rapides, mais il existe des dorsales lentes, comme on l'a dit, au niveau de l'océan Atlantique, et ces dorsales lentes, en fait, dans ces dorsales lentes, donc, il y a une activité magmatique plus réduite. Et la divergence met directement à l'affleurement des zones de ce manteau. Alors, vous devez savoir ce que c'est que l'hydrothermalisme et l'étude de l'affleurement de la roche type basalte, gabbro, péridotite. Alors, on peut étudier le fonctionnement des dorsales lentes et le comparer à celui des dorsales rapides que l'on a déjà présenté dans une dorsale Est-Pacifique, donc au niveau de l'océan Pacifique évidemment. Donc la morphologie de ces dorsales lentes est très différente avec un haut fond qui est nettement moins important. Une vallée axiale plus large et beaucoup plus profonde et il y a des reliefs beaucoup plus irréguliers. Cette tectonique des dorsales lentes est dite asymétrique. Donc elle comporte des escarpements de faille normale, mais en plus par rapport aux dorsales rapides, il y a des dômes striés qui ne s'observent pas dans les dorsales rapides. Alors un modèle de dorsale lente est proposé. Il diffère fortement du modèle proposé pour les dorsales océaniques de type rapide, tant du point de vue des structures que du fonctionnement permettant la mise en place de la croûte océanique. Cette croûte océanique, elle comprend par endroits des roches magmatiques, donc des gabbros et des basaltes également, mais bien souvent, le manteau est à l'affleurement, alors que ce n'était pas le cas dans les dorsales rapides. Ces dorsales lentes ne forment pas toujours de croûte, donc ça veut dire qu'il n'y a pas partout la croûte avec son basalte et son gabbro. Il n'y a pas, à leur niveau, de remontée d'asténosphère. Et c'est ce qui explique que le magmatisme est très différent. Donc il y a très peu de magma qui est formé et de remontée en surface de ce magma, et la remontée en surface de ce magma est très faible en fait, et quelquefois n'existe pas. Et c'est pourquoi les basaltes y sont très rares. Le magma va refroidir, surtout en profondeur, et former quelques poches de gabbro, mais qui ne sont pas en présence de basalte. Et l'ensemble étant affecté par des grandes failles de détachement, à l'origine de dômes striés, gabbro et péridotite peuvent être mis à l'affleurement. La circulation hydrothermale affectant la zone participe à l'exhumation des roches hydratées par glissement, le fond par glissement, donc le long des surfaces qui seront serpentinisées. Donc on peut comparer, grâce à un tableau, ce qui se passe au niveau, la morphologie en tout cas et l'activité des dorsales lentes et des dorsales rapides. Alors, on va comparer donc la morphologie, la tectonique et le magmatisme. Commençons par la morphologie. La morphologie des dorsales rapides, donc que nous avons étudiée en parallèle.
La largeur est supérieure à 1000 km. Il y a des reliefs réguliers et symétriques. Une vallée axiale est peu marquée et parfois absente. Alors que pour les dorsales lentes, la largeur est voisine de 500 km. Les reliefs sont irréguliers et souvent asymétriques. Il y a une vallée axiale qui est large et profonde et il y a des dômes striés. Concernant la tectonique, dans les deux cas, dorsale lente et dorsale rapide, il y a des failles normales. Et il y a en plus dans la dorsale lente des failles de détachement. Concernant le magmatisme, dans les dorsales rapides, il y a une remontée il y a une remontée de la sténosphère qui est très forte, une production continue d'importantes quantités de magma, une croûte qui est continue et d'épaisseur voisine de 7 km. Il n'y a pas de péridotite à l'affleurement, sauf exceptionnellement au niveau de grandes failles normales. Mais ça doit rester exceptionnel. Enfin, ça reste exceptionnel. Concernant les dorsales lentes, eh bien, il y a une remontée asténosphérique, mais elle est faible. Quelquefois, elle est inexistante. Il y a production discontinue de petites quantités de magma. Il y a une croûte discontinue, d'épaisseur variant entre 0 et 5 km, et il y a de la péridotite à l'affleurement éventuellement. Sur les dorsales rapides, eh bien, les phénomènes magmatiques vont dominer, alors que c'est l'inverse sur les dorsales qui sont lentes où la tectonique va l'emporter sur le magmatisme. Alors, nous avions parlé de transformation des roches de la lithosphère océanique. La nouvelle lithosphère est formée, se refroidit en s'éloignant de l'axe de la dorsale. La croûte océanique et les niveaux superficiels du manteau sont le siège d'une circulation d'eau qui modifie les minéraux. Il faut savoir faire une étude qui ressemble à une étude d'affleurement à la roche des basaltes gabbro et péridotite et leur équivalent hydraté, serpentinite, gabbro à Hornblende, etc. et savoir parler de l'hydrothermalisme. Alors, nous allons essayer de mettre en évidence le rôle de la circulation hydrothermale sur les modifications de la lithosphère. Les sources hydrothermales des dorsales, aussi bien dans l'axe des dorsales rapides que dans celui des dorsales lentes, existent évidemment. Ils se forment au débouché de ces sources de cheminées hydrothermales que l'on appelle des fumeurs noirs. Alors il existe également des fumeurs blancs entre parenthèses, constitués de dépôts sulfurés polymétalliques. Ce type de dépôt se retrouve dans les ophiolites. Par exemple, il y a du cuivre, le cuivre de Chypre est un très bon exemple, et sont les équivalents fossiles des sources hydrothermales actuelles. Nous allons aborder le métamorphisme de dorsale et suite à son hydratation, la température de la croûte et du manteau superficiel vont diminuer. Ces deux paramètres vont conduire à l'apparition de nouvelles associations minérales. Donc certains minéraux tels la chlorite et l'actinote sont caractéristiques du métamorphisme de faciès schiste vert. Alors essayons de construire un tableau concernant les principales roches magmatiques et métamorphiques des dorsales et leurs minéraux typiques. Alors nous allons voir le faciès, les roches, les minéraux typiques de ces roches et quelques commentaires sur la formule chimique sans entrer dans les détails, mais juste savoir que l'on parlera d'hydratation de certains minéraux. Alors, commençons par le faciès granulite. Les roches sont le basalte et le gabbro, et les minéraux typiques sont, dans les deux cas, pyroxène et plagioclase. Donc ça veut dire que ces gabbro et basalte n'ont pas subi de métamorphisme, ils n'ont pas encore subi d'hydratation, et on est bien dans le faciès granulite. Il n'y a pas, dans les formules chimiques, d'hydratation. On ne va pas de d'ion OH-. Enfin, on n'a pas de groupe hydroxyle OH. Donc ça veut dire que les pyroxènes contiennent du calcium, du magnésium, du fer et de la silice. Les plagioclases contiennent du calcium, du sodium, de l'aluminium et de la silice. Concernant
les métabasaltes et métagabbros, donc c'est-à-dire les roches, leur faciès est de type amphibolite, amphiboliteux. Et là, on constate que concernant cette formule chimique, il y a une hydratation. Donc, on trouve des groupes hydroxyles dans les formules chimiques, que je ne détaille pas évidemment parce qu'elles sont compliquées. Concernant les métabasaltes et métagabbros, on trouve également un faciès schiste vert à mesure que la lithosphère océanique s'éloigne. On a d'abord le faciès granulite, puis amphibolite, puis faciès schiste vert. Donc ça concerne toujours des métabasaltes et métagabbros, mais qui ont évolué un peu plus dans le temps, c'est-à-dire suite à l'éloignement encore plus important que dans le cas du faciès amphibolite. Et on a des minéraux typiques qui sont de l'actinote et de la chlorite. Et ce sont des minéraux dans les deux cas qui sont hydratés. Donc ça veut dire que l'hydrothermalisme a joué. Donc ça veut dire que dans ce tableau que l'on a dressé ci-dessus, on peut remarquer qu'il y a une présence de groupes hydroxyles, OH, dans les formules chimiques des minéraux qui sont issus du métamorphisme. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'eau des circulations hydrothermales a pénétré les roches jusqu'à entrer dans la structure de leurs minéraux. L'eau sortant des évents contient du cuivre, du zinc, du plomb, de l'argent, etc. Sous forme de sulfure, mais également de l'or, etc., sous forme de sulfate. Et sous forme d'oxyde et d'hydroxyde, on peut avoir donc du cobalt, du nickel, du cuivre, du manganèse, du fer, etc. Donc ça veut dire que les métaux présents dans ces eaux hydrothermales ont été extraits des roches de la lithosphère océanique. Et du point de vue physique, l'eau froide, qui est à 2 à 4 degrés, pénètre dans le réseau de fractures correspondant à des zones de recharge et va se réchauffer au contact des roches qui sont à 350 à 400 degrés Celsius, avant de remonter et de ressortir par les fumeurs noirs. Donc ces roches sont ainsi rapidement refroidies, passant des températures voisines de 1000 degrés Celsius à moins de 200 degrés Celsius. A noter que le gabbro va subir simultanément un refroidissement et une hydratation, et qu'une partie de son plagioclase et une partie de son pyroxène vont réagir en présence d'eau, produisant de la hornblende. Le processus se poursuit évidemment, et la hornblende va réagir à son tour avec le plagioclase résiduel et l'eau pour produire de l'actinote et de la chlorite. Il se forme ainsi un métagabbro du faciès schiste vert aux minéraux hydratés. Alors, comment évolue cette lithosphère océanique? Avec le temps, évidemment, il se passe beaucoup de choses, mais nous savons que la nouvelle lithosphère formée se refroidit en s'éloignant de l'axe et va s'épaissir en même temps. Cet épaississement induit une augmentation progressive de la densité de la lithosphère. Alors il faut savoir faire des calculs de densité moyenne de l'ensemble croûte-manteau lithosphérique en fonction de son épaisseur, puis de son âge en utilisant une loi empirique qui relie l'épaisseur et l'âge. Savoir qu'il y a une augmentation de densité et savoir l'expliquer. Donc nous allons essayer de mettre en évidence et d'expliquer l'augmentation de densité de la lithosphère océanique au cours de son vieillissement. La compréhension de ce phénomène est essentielle pour aborder la subduction de la lithosphère océanique que l'on verra prochainement. L'épaississement de la lithosphère océanique à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale a été comprise et nous savons que l'isotherme 1300 degrés, qui sépare donc la lithosphère de la sténosphère, limite entre lithosphère et sténosphère, donc s'enfonce doucement. Et donc il y a en parallèle un épaississement. Donc l'épaisseur de la croûte, elle, ne varie pas, mais c'est bien uniquement l'épaisseur du manteau lithosphérique qui va augmenter. Attention à ne pas se tromper. Donc nous pouvons faire le lien entre l'épaississement de la lithosphère océanique
entre son âge et l'augmentation également de la densité. Donc cette augmentation de densité se rapproche progressivement de celle de l'asténosphère sous-jacente jusqu'à la dépasser. Mais donc ce sera à l'origine de la subduction, mais pas que cela. Il n'y a pas qu'une histoire de densité, nous verrons qu'il y a donc ces petits mystères que nous allons expliquer un petit peu plus tard. Donc cette augmentation de densité, elle est due à deux phénomènes. D'une part, le manteau lithosphérique est de plus en plus épais. Il représente donc une proportion croissante de la lithosphère et la croûte garde son épaisseur constante. Or, le manteau lithosphérique a une densité supérieure à celle de la croûte et plus le temps passe, plus la densité moyenne augmente et tend vers celle du manteau lithosphérique. D'autre part, ce phénomène sera accentué par l'augmentation de densité des roches lithosphériques due à l'hydrothermalisme et au métamorphisme. Alors, ces phénomènes donc se produisent dans une colonne de lithosphère océanique depuis sa formation jusqu'à sa présence dans la plaine abyssale, donc ce que nous pouvons décrire et mettre en relation dans un schéma où l'on représente des causes avec les conséquences. Alors la cause, l'hydratation, et la conséquence sera le métamorphisme de la croûte et du manteau superficiel, ce qui devient à son tour une cause, et la conséquence sera une augmentation de la densité des roches, qui devient une cause, et la conséquence sera une augmentation de la densité de la lithosphère océanique. L'hydratation en tant que cause peut également avoir pour conséquence le refroidissement de la croûte. Ce refroidissement devient une cause et la conséquence sera une augmentation de l'épaisseur du manteau lithosphérique qui devient une cause et la conséquence sera l'augmentation de la proportion de manteau par rapport à la croûte ceci devient une cause et la conséquence, en parallèle à la conséquence de l'augmentation de la densité des roches, sera une augmentation de la densité de la lithosphère océanique. Donc ça veut dire que l'augmentation de la proportion du manteau par rapport à la croûte, qui est une cause, a pour conséquence l'augmentation de la densité de la lithosphère océanique, tout comme ceci est la conséquence de l'augmentation de la densité des roches. Voilà, donc nous avons expliqué, nous avons compris que la dynamique des zones de divergence représente des mécanismes qui sont quand même assez complexes. Alors, juste 30 secondes, qui sont assez complexes. Je pense que nous avons assez parlé. Le cours est terminé. Merci. Pour la photo finale. Bon allez, j'arrête. Vous m'excuserez.